de vous recevoir et on espère bien sûr qu'au fur et à mesure des programmes et des diffusions de la journée, la présence du public va augmenter. Il fait beau, il est tôt, mais je vous invite bien évidemment à poursuivre les programmes après. C'est très important pour nous à la Cinémathèque de Bourgogne de pouvoir lancer ce travail qui s'appelle Dialogue autour de Ladislas Starevich, puisque c'est quelque chose qui a été pensé de façon collaborative avec le cinéma du radio et monsieur et madame Martin, qui sont les ayants droit de Ladislas Starevich, de manière à pouvoir engager un travail sur justement des dialogues qui vont permettre la rencontre entre le public, des critiques, des enseignants, des créateurs et des films. Et là, on a l'occasion avec Ladislas Starevich de pouvoir travailler sur un auteur qui, à notre avis, nécessite ce travail de présentation de cette façon-là. C'est-à-dire que vous allez découvrir pendant ces 2 jours à la fois des films rares qui rarement été montrés, c'est M. Martin qui vont présenter comment a été pensé le programme, et vous allez rencontrer des créateurs et des critiques et des penseurs du cinéma qui vont pouvoir avec vous travailler sur ces diffusions et sur la façon dont aujourd'hui s'entame un travail de valorisation et de pensée autour de l'œuvre de Starevich. Pour nous, à la Cinémathèque de Bourgogne, nous portons le nom de Jean Boucher comme Cinémathèque, ce qui veut dire que nous travaillons dans la façon dont nous traitons les films sur la politique des auteurs, que nous travaillons la politique des auteurs, qui est une politique qui nous permet de définir à un moment quelles obsessions, quelles écritures un auteur a développées pendant sa carrière, et c'est un peu pour nous l'objectif de ces 2 jours, de pouvoir continuer un travail qui a été entamé l'année dernière à Fontenay-sous-Bois dans le cadre de la journée d'études consacrée à Starevich, de manière à ce que des gens comme Boucher, des gens comme Auron qui sont dans le programme sur ces 2 jours puissent nous apporter et vous apporter leur vision et leur point de vue sur cet auteur immense qui est Ladislas Starevich. Personnellement, je tiens à remercier Ludo et M. et Mme Martin de cette mise en place de travail, parce que c'est pas évident dans une ville comme Dijon, je ne sais pas d'ailleurs c'est étant nulle part, mais Dijon a ce côté un peu particulier où on a l'impression qu'il faut toujours nager un peu plus dans le brouillard à Dijon qu'ailleurs, mais malgré tout, on voit que quand les efforts se mettent en place ensemble, ça peut se réaliser. On espère que les 2 jours vont se passer au mieux. N'hésitez pas, vous avez à l'extérieur une radio qui va diffuser les travaux des intervenants, qui va également diffuser des archives inédites de certains intervenants, qui va également recevoir les intervenants en entretien pendant les 2 jours. Et vous avez quelques joyeusetés à l'extérieur, comme une petite librairie concept store sur laquelle vous pouvez trouver les travaux des intervenants. Et vous avez également les films DVD de Starevich, d'Orient Film, qui est l'éditeur DVD de Starevich actuellement, a travaillé récemment notamment le coffret avec 19 films de Starevich qui vient d'arriver il y a quelques jours. Mathias, si je peux te laisser la parole. Et puis ensuite, M. et Mme Martin vous présenteront ce travail et le premier programme de la journée que vous allez pouvoir assister dans quelques minutes. Il y aura également de Marina Fedorov qui est à côté de nous, qui va vous présenter comment ça va se passer avec elle sur la traduction et la lecture en direct des cartes russes, des films que vous allez découvrir. Merci Nicolas. Nous, à l'Énoraton, on est évidemment ravis d'accueillir ces journées. Alors, tu es très gentil sur notre rôle, mais j'avoue que c'est la Cinémathèque de Bourgogne qui a organisé intégralement ces journées. Nous, on les accueille, on est un support technique. Moi, je trouve que, alors, tu parlais de la situation compliquée à Dijon, mais il se passe quand même très régulièrement des choses très importantes en matière de cinéma, et ces journées en font partie. Moi, je crois qu'on va tous découvrir des films beaucoup inédits, et on va enfin considérer Ladislas Starevich au-delà de son cantonnement dans le cinéma d'animation
comme disait Nicolas, le réfléchir en tant qu'auteur, en tant que cinéaste. Et ça n'a pas de prix. Alors on n'est peut-être pas très nombreux ce matin. Je pense que c'est nécessaire et vital de faire ce travail-là. Et en compagnie de nombreux invités prestigieux. Merci beaucoup à la Cinémathèque de Bourgogne et je laisse la parole. Et je vous souhaite de très belles journées. Bonjour, je vous remercie tous d'être là. Je vois que tous les âges sont représentés, donc c'est avec un grand plaisir que je vous invite à partager le monde de Ladislas Starevich. C'est un monde poétique, c'est un monde ironique, c'est un monde féerique, c'est un monde de connaissances, de littérature, d'invention, de créativité. C'est quelque chose que quelques mots ne peuvent pas le résumer. C'est pour ça que je vous invite au cours de ces 2 jours déjà à profiter des films et puis à réagir vous-même sur les films, parce que plus vous réagirez, plus le cinéaste sera vivant. Alors je vous rappelle, je vous signale qu'il est né en 1882, que nous sommes en 2015 et que de tous les cinéastes d'animation, c'est celui qui est le plus vu et qui est le plus connu et qui est découvert avec émerveillement par un public qui se dit comment se fait-il que nous ne l'ayons pas connu plus tôt. Donc, vous allez voir là un programme qui retrace sa carrière et qui est très varié. Sa carrière ayant commencé en 1909 par des films ethnographiques en Russie, puis s'étant poursuivi jusqu'en 1965 par des films d'animation en France. Entre ces 2 pays, il y a eu une centaine de films qui ont été produits, qui mêlaient les acteurs vivants avec les marionnettes. Et en fait, la démarche de Starevich tout au long de sa vie aura été une démarche de scientifique, puisqu'au départ, il était entomologue. Et avant même d'être entomologue, il était quelqu'un qui admirait la nature, qui admirait l'être humain, et qui on connaissait également les travers. Donc c'est ce qu'il a fait apparaître dans tous ces films qui sont extrêmement divers et variés. Ce que je vous dirais, moi, c'est regarder les films et après, on sera disponible pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient techniques, non pas sur l'animation, puisque justement nous avons des spécialistes ici du cinéma d'animation qui pourront en parler. Sur le son, nous avons un musicien, Jacques Cambra, qui va pouvoir parler de son travail sur la mise en musique des films muets de Starevich. Nous aurons Marina qui pourra parler de la traduction des intertitres qui sont en russe, puisque c'est ce que vous allez voir pour certains des films qui viennent directement du Gosfilmfonds. Vous aurez la musique, les textes, puis vous aurez l'animation elle-même, et puis vous aurez la connaissance que nous avons, nous, de la restauration du matériel. Donc, vous pourrez poser les questions que vous voulez, on essaiera d'y répondre. Ce que je voudrais surtout, c'est remercier la Cinémathèque de Bourgogne, Jean Touchet, parce que c'est quelque chose de merveilleux d'être avec vous et de vous présenter Starevich. Vous nous confortez dans notre mouvement en avant de continuer notre travail avec mon époux et moi-même. Et je voudrais remercier donc la Cinémathèque de Bourgogne, l'Université de Bourgogne, le Conseil général de participer à cette découverte et puis une pérennisation de la connaissance de Starevich. Je voudrais remercier Dorado de nous accueillir et puis tous les participants. Vous allez voir, M. Touchet est extraordinaire. Il a un regard bienveillant sur le cinéma et ce n'est pas donné à tous les critiques ou à tous les analystes, c'est merveilleux. Et je voudrais surtout dire, parce que nous avons des jeunes spectateurs là, ce sont des films qui sont difficiles puisqu'ils certains sont, les films en russe sont muets, avec des intertitres, c'est des cartons, mais on les entend en français. Donc il ne faut pas se décourager, il faut les observer et en profiter au maximum. Nous nous ferons une pause entre chaque film pour avoir le temps de les digérer. Alors un entomologiste, c'est quelqu'un qui étudie les insectes. Ça, je tiens à préciser. Et les insectes privilégiés d'études de Starevich en 1910, ce sont des glucanes cerfs-volants, c'est-à-dire des gros scarabées qui ont des petites mandibules et des énormes pinces. Et c'est en essayant de les filmer, de les faire vivre, que Starevich s'est mis au cinéma d'animation. Il voulait expliquer à ses étudiants comment ces insectes-là vivaient, ces coléoptères vivaient. Il n'y arrivait pas
Parce que quand il cherchait à les filmer, les animaux se figeaient. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconstitué les animaux à partir de carapaces et de pattes d'insectes, et il les a filmés image par image. À l'époque, il y avait 18 images par seconde, donc il faisait 18 prises de vue pour avoir une seconde de projection. Et le film qu'il a durait 15 mètres. Et quand il a eu ces 15 mètres défilés à l'écran, il a été ravi et il a poursuivi sa carrière de cinéaste. Le deuxième film qu'il a fait s'appelait La Belle Lucanie, qui était une histoire de couple qui se trompait, etc. Mais le troisième fut La Cigale et la Fourmi, et ça, c'était l'illustration de la fable de Krylov, qui lui-même est un. Comment dire connaissait la fable de La Fontaine, celle des hommes, etc. Donc c'est l'illustration de La Cigale et la Fourmi avec des insectes. Voilà, ça c'est cette carrière d'entomologiste qui le lance dans le cinéma. Je ne veux pas polariser la parole, je la passe à François, qui, je dois le remercier aussi, sans lui depuis 30 ans, ça fait 30 ans à peu près que nous travaillons sur les films de Starevich, toujours fidèle, toujours un incontournable, constant et un soutien extraordinaire. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Merci à Nathalie de nous accueillir, Nicolas pour le maître d'œuvre vraiment de ces journées. Donc, je vais dire 2 mots sur la programmation. Donc, la programmation est vraiment exceptionnelle, puisque sur 2 jours, on peut montrer beaucoup de films. Et l'intérêt de ces 2 jours, donc, qui succèdent aux 2 journées de Fontenay de l'an dernier, c'est de vous montrer l'ensemble de l'œuvre. Alors, non pas tout. À Fontenay, l'an dernier, on avait pris le parti de montrer les films qu'on ne voyait jamais. Aujourd'hui, on va vous montrer une sélection qui présente l'essentiel de l'œuvre de Starevich. Alors de toute l'œuvre. Parfois, des rétrospectives présentent l'animation, présentent les films muets, etc. Là, on va couvrir toute la carrière de 1911 jusqu'en 1958. Donc 1900, La Cigale et la Fourmi, ce n'est pas tout à fait le premier film, mais 1958, ce sera le dernier. Donc des films muets, des films sonores, des films en couleur, noir et blanc, donc une très très grande variété. Les 10 programmes sont regroupés de 3 façons. Il y a 3 programmes de long métrage. Donc le roman Renard, qui est le seul long métrage d'animation fait par Starevich. 2 programmes thématiques. Les Fables de La Fontaine, on a regroupé 5 courts métrages dans lesquels Starevich traite les Fables de La Fontaine. Et Les Aventures de Fétiche, qui est une série qui a été réalisée dans les années 30 avec le même personnage. Deuxième type de programme sont des ensembles de courts-métrages. Par exemple, le premier programme de ce matin, dans chaque ensemble de courts-métrages, on a choisi de faire déjà un panorama de l'œuvre. C'est-à-dire que ce matin, la première séance commence avec La Cigale à la Fourmi de 1911 et va jusqu'à Les Auvents de 1956. Avec, si on a 3 périodes grosso modo, les tout premiers films d'animation 1911-1912, des films avec acteurs de la période russe qui sont rarement montrés, et puis des films d'animation des années 20-30 après, réalisés en France. Et troisième, alors il y a plusieurs programmes de court-métrage de ce type. Et troisième type de programme sont des programmes un peu spéciaux, où une personne va présenter les films de Starevich et en parler surtout. Donc l'intérêt de ces 2 journées qui s'intitulent Dialogue, c'est d'avoir amené, et ça, Nicolas Petiot a un rôle central, des personnes aussi éminentes que Jean Bouchet, que Hervé Auron, Gérard Courant, qui filme également, venir s'intéresser, parler. Donc pour nous, c'est exceptionnel d'avoir cet écho. L'œuvre de Starevich va désormais avoir un écho totalement nouveau par rapport au travail qu'on a fait depuis un certain temps. Plus des séances vont avoir des points de vue plus particuliers. Donc Jacques Candra va parler de la musique, les films de Starevich sont très musicaux, appellent la musique, et Jacques Candra nous en parlera. Erwan Le Gall, en tant que réalisateur, va parler du travail de l'animation du cinéma de Starevich. Marina aussi vous connaît très bien. Donc on a vraiment sous le cadre de dialogue, un dialogue entre vous et nous, entre toutes les personnes présentes, qui va parler du cinéma de Starevich, placer Starevich également dans l'histoire du cinéma, donc donner une dimension peut-être assez nouvelle. Donc le premier programme, je vous dis quelques mots. Donc à la fois, j'ai évoqué l'aspect chronologique, sur le plan thématique, vous avez des films qui montrent toute la légèreté, tout l'humour, toute la bienveillance, l'humanité de Starevich. Déjà La Cigale et la Fourmi, Le Noël des insectes, c'est évident. Et deuxième grand thème qu'on voit, c'est l'aspect étrange du film, avec La Nuit de Noël, avec Flore de Fougère, par exemple, on rentre dans des univers tout à fait particuliers.
Voilà, donc on va voir les films. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, surtout à regarder ces films, comme nous on les trouve, c'est ce qui nous motive aussi. Bonne journée. Pour ce second programme, moi je vous fais juste un petit point sur la suite de la journée pour que vous puissiez vous organiser. À 15h aura lieu la diffusion donc, du roman de Renard en tant que programme 3 et à 16h15 aura lieu une intervention particulière par le réalisateur Erwan Le Gall qui travaillera sur le lion et le moucheron à travers le prisme de sa vision à lui de réalisateur, et on vous propose d'ailleurs dans le hall du cinéma de découvrir un dessin que Erwan a eu la gentillesse de faire dans le cadre de cet événement, et on vous engage vraiment tous à venir à cette séance de 16h15 parce que c'est passionnant et c'est la première fois qu'on va pouvoir également dans le cadre de ces discussions avoir le point de vue d'un réalisateur sur et l'influence et le regard qu'il peut poser sur Starevich. Ensuite à 18h le programme 4, les fables de Starevich, et ce soir à 20h le dernier programme de la journée qui sera présenté par Hervé Aubron, qui est un peu une sorte de portrait qui a été dressé de manière à ce que le grand public, parce qu'on espère que ce soir les gens qui ne seront pas soit en partiel, soit au travail pourront nous rejoindre. Et Hervé, qui avait déjà travaillé à Fontenay-sous-Bois l'année dernière sur une séquence, sur une séance, pourra continuer son travail de présentation. Je laisse la parole, comme on le fera pendant les 2 jours, à Monsieur Martin, qui est à l'origine de cette programmation, de manière à ce qu'il vous présente ce programme. Et puis, on vous retrouve donc ensuite à 15h. Bonne continuation à tous. Dans le deuxième programme, donc 6 courts-métrages, 6 films, sur le même principe que le programme précédent, donc de 1911 à 1956, de La Cigale et la Fourmi, première version, jusqu'à Nez au vent. Juste 2 mots sur 2 films. La Cigale et la Fourmi, c'est un film très important dans le cadre de Starevich, parce qu'il a trouvé un producteur. Le premier film, il les a produit lui-même. La qualité, la notoriété qu'il acquiert lui fait trouver un producteur à Moscou, Alexandre Konjonkov, qui produit La Cigale et la Fourmi. Et c'est Alexandre Konjonkov qui va produire les premiers films avec acteurs également, dont on a vu déjà un exemple. La Cigale et la Fourmi, c'est le premier film produit par un producteur russe, donc, qui a été exporté de Russie, tiré à 130-140 copies à l'époque, ce qui est considérable. C'est également le premier film qui ait pénétré la cour du Tsar. Le Tsar et toute la cour considéraient le cinéma comme un art vraiment, pas un art du tout, comme quelque chose de mineur. C'est le premier film qui ait pénétré la cour et qui a donc fait grandir la place du cinéma en Russie à cette époque. Donc un film très important, et si important pour Starevich qu'il en fait une seconde version en 1927, qu'on verra ce soir dans le programme des fables de Starevich d'après La Fontaine. 2 mots également sur un autre film, Le pouvoir populaire, qui a un contexte tout à fait particulier. C'est un film qui a été réalisé à la fin de l'année 1917, après le coup d'État bolchevique, et le gouvernement provisoire avait promis des élections générales en Russie, et sous la pression, le pouvoir bolchevique est encore faible en novembre 1917, et les élections sont organisées. Donc ce sont les élections qui ont eu lieu effectivement le 25 novembre 1917, à l'Assemblée constituante, sont les premières élections libres en Russie. Et ce film est un film, il y a une histoire de côté de fiction, c'est un film didactique aussi pour apprendre au peuple, pour motiver le peuple à participer à ces élections pour qu'elles se déroulent bien. L'événement de ces élections est un tournant majeur pour l'histoire de la Russie, puisque ce ne sont pas les bolcheviks qui l'emportent, c'est un autre parti socialiste révolutionnaire, ce qui va entraîner de la part des bolcheviks un raidissement terrible. C'est à la fin de l'année 17 qu'ils créent la Tchéka, la police politique. L'Assemblée constituante va être dissoute, et très vite, au début de l'année 18, le pouvoir est accaparé par les bolcheviks, ce qui entraîne la guerre civile, etc. Donc on est à un moment extrêmement important de l'histoire de la Russie soviétique, et de l'histoire aussi un peu de l'Union soviétique et du XXe siècle.
Un moment important pour Starevitch aussi, puisque c'est la situation de la guerre civile qui va dégrader les conditions de travail en Russie. Et comme beaucoup, il va quitter Moscou pour la Crimée, et finalement, comme beaucoup de Russes du cinéma et d'autres, vont quitter la Crimée, vont quitter la Russie pour un exil plus lointain. C'est ça qui va l'amener en France. Voilà donc juste ces deux films, et puis on découvrira les autres. Voilà, tout à l'heure. Légèrement restaurer certains passages. Vous voyez, ça c'est vraiment du brut de 35 mm, le grain que vous ne verrez plus jamais parce que le numérique efface tout ça. Voilà. C'est comme vous avez vu, par exemple, dans Portrait de Gogol, d'après Gogol, vous avez vu une sorte de grain des scratchs, vous avez vu des croix. Vous avez vu le film tel qu'il est dans le Gossuin Mofond. Demain, vous verrez Cagliostro que le Gossuin Mofond a restauré. Et vous verrez là, il y a eu un travail fait sur le noir et blanc, sur les cartons qu'ils ont insérés quand ils l'ont restauré. Et vous verrez que le travail numérique amène du confort pour l'œil par rapport au film de 1915 ou de 1914 tel qu'il était. Vous pourrez faire la différence entre les supports, vous pourrez acclimater vos yeux à cela. Et la couleur de Fleur de Fougère que vous avez vue tout à l'heure, elle était très très pâle. C'est extraordinaire qu'on ait pu le sauver parce que ce film, on l'a trouvé après un incendie aux archives de Bois d'Arcy. Quand on a ouvert la boîte, c'était plongé dans l'eau. Et M. Renaud nous a dit il faut absolument le faire tout de suite, immédiatement. Donc, immédiatement, ça veut dire les sous tout de suite aussi. N'oubliez pas jamais ça. Et donc, on l'a fait immédiatement. Et ce qu'on avait obtenu, c'était quelque chose de très beau. Rien à voir avec ça, d'accord? Fleur de Fougère, c'était très pâle, ça sautait, il y avait beaucoup de traces de moisis et tout. Et donc ça c'était dans les années 90, 91, Fleur de Fougère. Et puis là, il y a 2 ans maintenant, on a pris Fleur de Fougère. On nous a dit, donc on l'a sorti en noir et blanc, puisque c'était l'étalonnage noir et blanc, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour que le film ne disparaisse pas. Et là, il y a 2 ans, donc on a pris le film, et puis on est allé dans un laboratoire numérique, on nous a dit, vous ne pourrez pas le faire, on est allé seul, il se passera rien, c'est impossible, on est allé ailleurs. Et on nous a dit, on va essayer, mais ça va être très cher. C'est long, déjà sur 1 mètre ou 2, sur 1 minute ou 2. Et puis les couleurs sont devenues celles que vous les avez vues tout à l'heure avec Fleur de Fougère. C'est-à-dire que c'est inespéré de récupérer à ce point-là. Même s'il y a des petits flottements, si à droite on voit un petit peu de rose, de flottement un petit peu, ça c'est du moisi qui ne s'enlève pas, mais c'est vraiment très heureux, puisque c'est le premier film de couleur de Starevitch des années françaises. Alors nous, on a restauré les années françaises, tout ce qui est russe, sans intertitre, sans carton, etc., ce sera pour notre histoire. Toujours, voilà. Merci de votre clémence et de votre écoute, et puis à cet après-midi, je pense maintenant. C'est ça, on vous donne rendez-vous à 15h pour le programme 3, puis on s'excuse pour les lumières à la fin du dernier film, puisqu'en fait il y a eu un petit souci avec les blocs sécurité, donc c'était impossible d'arrêter, donc toutes nos excuses pour ça, mais c'est arrivé cet après-midi. On vous souhaite un bon appétit, rendez-vous à 15h ici. Vous avez la radio qui tourne depuis 1 heure maintenant, donc qui est la radio de l'événement, où les intervenants vont être invités à passer. On passe également des archives liées aux travaux de Boucher, de certains intervenants qui sont là. Et puis tout ça, ça va être diffusé pendant 48 heures. Là, c'est actuellement diffusé depuis un player qui est en ligne. Et puis si vous voulez aller discuter avec les gens qui font ça, ils vont également vous interroger. On vous souhaite un bon appétit. Vous avez pas mal de petits restos dans le coin. Les intervenants, on vous emmène dans un endroit. Et puis si vous voulez nous suivre. Pour cette deuxième partie de journée des dialogues consacrés à Starevitch, je vais laisser tout de suite la parole à M. et Mme Martin, puisque comme cela vous est dit, cette copie est assez, la copie que vous allez voir est assez exceptionnelle. Moi je vous donne juste rendez-vous à 16h15 pour l'intervention du roi local qui travaillera sur le lion et le boucheron et les influences de lui d'un temps que réalisateur et enseignant avec le travail de Starevitch. Et vous invite toujours dans le hall, quand vous êtes en pause entre 2 séances, à aller découvrir le travail que fait Radio Stoliac, qui est une radio qui vient de Sens et qui pendant 48 heures propose aux intervenants d'exprimer des points de vue sur Starevitch, d'apporter des
des informations, et également qui diffuse des archives sur des questions liées au cinéma d'animation et également des conférences de toucher, puisque la Cinémathèque de Bourgogne conserve la plupart des conférences. Monsieur Daniel Martin, je crois qu'il y a un côté un peu exceptionnel sur cette copie, et ravi que vous puissiez le présenter au public. Merci. Donc là, cet après-midi, merci d'abord d'être venu, d'être fidèle aux projections. Là, vous allez voir le roman de Renard. C'est-à-dire que c'est un film de 1929-1930. Il a fallu 18 mois pour le réaliser. Il mesure 2100 mètres et il y a une centaine de marionnettes dedans, environ. La copie, vous allez voir, est un DCP, c'est-à-dire que c'est la restauration la plus moderne que l'on puisse faire à notre époque. Il a été restauré à plusieurs reprises depuis 1987, date à laquelle la 7 nous a acheté les droits, Lucenay nous a acheté les droits et nous a confié à une monteuse. Donc on a pu restaurer le film dans les meilleures conditions possibles avec un technicien. Et c'est comme ça qu'a commencé notre aventure de restauration des films pour lesquels depuis maintenant plus de 25 ans nous nous débrouillons tout seuls. Alors ce roman de Renard a une particularité, c'est-à-dire que à un moment donné, vous le connaissez, je ne vous dévoile pas, on tire l'oreille. C'est-à-dire que tire l'oreille du singe, et ça, c'est une allusion à Gogol. C'est une autocaricature que Starevich a fait de lui-même. Gogol lui tire l'oreille. Parce que oui, Starevich, toi, tu as fait ce film, mais moi, je suis quand même ton mentor, ton génie, etc. Gogol, quand il écrit, il rend hommage à ses prédécesseurs écrivains qu'il admirait, ou peintres. Et Starevich, lui, il rend toujours hommage à Gogol, dont il est vraiment le fils spirituel. Et quand vous ferez une comparaison image et texte, vous verrez que l'un et l'autre sont vraiment en osmose totale. Je passe le micro à François. Donc le roman, de Renard, c'est un long métrage d'animation de Starevich. C'est un film très important pour lui parce qu'il était à nouveau très connu. Il était à nouveau très connu en France dans les années 20 pour ses courts métrages. Et nous, on a un témoignage au début des années 90, on avait rencontré une personne un peu âgée à l'époque. Et quand il était tout jeune dans les années 20, ses parents l'emmenaient voir les grands programmes de l'époque. À chaque fois qu'il y avait un gros métrage de Starevich qui était à l'affiche. Et justement, les réalisateurs de courts-métrages à l'époque n'avaient jamais leur nom en haut de l'affiche. Donc Starevich avait plus d'ambition que cela, a voulu réaliser un long-métrage pour participer justement à ces affiches, à ces grands spectacles, et participer au nombre des réalisateurs les plus connus. C'est la même démarche qu'il a eue en 1911-1912. Quand il trouve Alexandre Konjoukov comme producteur pour ses films d'animation, il lui demande de faire des films avec acteurs, parce que déjà en Russie, les réalisateurs les plus connus, Rankov, etc., c'était les réalisateurs qui faisaient des films avec acteurs, et Starevich a voulu en être. Donc à la fin des années 20, il trouve un producteur, Gunal Pass, et c'est la même démarche, faire un long métrage pour être en haut de l'affiche. On connaît donc un peu l'histoire du film, les difficultés. Il aurait pu sortir en 1931-32. Il est sorti en France en 1941. C'est la copie que vous allez voir. Et donc, Starevich n'a pas retiré tout ce qu'il en attendait, bien évidemment. C'est un film, il faut le redire, qui est une véritable prouesse. L'actrice a un peu ressuggéré. Toute la partie image a été réalisée par deux personnes. Ladislas et sa fille aînée, qui à partir de cette époque est dans tous les génériques, créditée comme co-réalisatrice avec son père. Et les deux personnes aidaient simplement parfois Galena pour les costumes. C'est donc une prouesse extraordinaire. Et quand Starevich a vu le film terminé en 1941, il a dit que s'il avait vu ce film réalisé par quelqu'un d'autre, il aurait arrêté le cinéma, très certainement. C'est un film dont inspiré de Goethe, mais comme toutes les adaptations littéraires, Starevich prend des libertés considérables. Il a remanié, on en parlera après, les relations entre les personnes, il a inventé totalement certains épisodes que l'on va voir. Mais c'est un film aussi qui est une relation de son époque. Donc il y a cette scène extraordinaire de radio reporter qui commente de ce qu'on va voir.
Et c'est un film qui a percuté un peu, rencontre un peu vive avec son époque, dans la mesure où en février 1941, quand il sort, c'est Vichy, c'est la France occupée, et 3 expressions ont été censurées par les autorités de Vichy à l'époque. Ce qu'on va voir, c'est la version intégrale, complète, puisqu'elle a été refaite après la guerre. Donc 3 expressions, je vous dirai lesquelles après, si vous voulez. Les phrases censurées dans le film. La première phrase, quand le lion envoie l'ours chercher les renards au château, il dit juste avant, la loi est la loi, j'entends qu'elle soit respectée, ce n'est pas un chiffon de papier. Donc l'expression chiffon de papier a été censurée. La deuxième expression, quand le duel va commencer, il y a une voix off qui décrit les costumes, etc., et qui dit entre autres que le roi est habillé d'un simple uniforme de caporal de la garde. Le caporal de la garde est censuré. Et dernière expression, tout à la fin, le roi annonce qu'il vient de conclure avec le renard un pacte de paix et d'amitié. Pacte de paix et d'amitié est censuré. Alors pourquoi? Première expression, ça renvoie à une situation chiffon de papier extrêmement précise du début du mois d'août 1914. Quand la guerre commence, l'Allemagne et la France ont déclaré la guerre, et l'Allemagne attaque la France par la Belgique. La Belgique était protégée par un traité de neutralité, qui a été signé quelque temps avant par l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche, enfin la Prusse plutôt, par toutes les grandes puissances de l'époque. Et quand l'Allemagne attaque la France en violant la neutralité de la Belgique, l'Angleterre, qui a une alliance avec la France, avait hésité jusqu'à la rentrée en guerre à déclarer la guerre avec l'Allemagne. Et l'Angleterre entre en guerre à la suite de la violation de la Belgique par l'Allemagne. Et à ce moment-là, il y a une discussion entre le chancelier allemand et l'ambassadeur d'Angleterre. Le chancelier essaie de faire pression pour que l'Angleterre n'entre pas en guerre, et dit notamment, vous n'allez pas entrer en guerre pour un chiffon de papier. Donc ça renvoie au respect de ce traité, au non-respect de ce traité par l'Allemagne en août 14. Et comme on est en février 41, il s'agit de ménager l'Allemagne. C'est la censure de Vichy qui se prononce. Il s'agit de ménager l'Allemagne et de ne pas rappeler des propos qui pourraient être désobligeants. Deuxième expression, caporal de la garde, c'est plus simple. Hitler était soldat, a combattu pendant la Première Guerre mondiale, et à la fin de la guerre, il a le grade de caporal. Et Guillaume II, l'empereur qui règne jusqu'en 1934, a toujours méprisé Hitler, et même quand il est devenu chancelier, Guillaume II l'a toujours appelé le caporal, le petit caporal. Donc là, même idée, il s'agit en 1941 de ménager Hitler, de ne pas reprendre ce propos désobligeant. Troisième expression, c'est peut-être plus compliqué à expliquer, parce que enfin, le contexte est bien clair. La France a signé l'armistice en juin 1940, et tous les débats sur la collaboration, etc., qui ont commencé en octobre 1940. Et en principe, si ça se passe comme en 1918, quand l'Allemagne avait signé l'armistice en 1918, l'étape suivante, c'était la négociation de traité de paix, le traité de Versailles, en 1919. Donc là, la France est dans l'attente. Pétain, c'est un des aspects de la politique de Pétain, on peut dire plein de choses, mais certains en France attendent ce qui va se passer, les négociations entre la France et l'Allemagne. Et la censure de cette expression pacte de paix et d'amitié exprime peut-être des points de vue, des positions, je ne sais pas expliquer bien clairement, mais ça renvoie directement au contexte des relations entre la France de Vichy et l'Allemagne nazie. Voilà. Je voulais vraiment adresser des remerciements à monsieur et madame Martin pour ce DCP, parce que c'est effectivement, vous nous aviez annoncé que c'était beau, et c'est vrai que c'est assez sublime. En tant que cinémathèque qui se développe en Bourgogne, on a un questionnement sur un paradoxe régional, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on essaye en tout cas de comprendre, d'y apporter notre pierre, à pourquoi une région qui a vu Niepce en 1827 réussir à imprimer et à écrire la lumière sur la photographie, et même région qui a Marais qui arrive quelques années plus tard et qui arrive à découper le mouvement, à créer le mouvement, en tout cas à penser le mouvement. Pourquoi cette région est aussi paradoxale dans sa façon de traiter l'éducation à l'image, la conservation, la pensée de cinéma. Et du coup, ça me questionne sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié justement à cette région sur la question de la pensée du mouvement. Et quand on a justement monté cette programmation avec M. et Mme Martin, il y a eu cette question où on souhaitait que dans ce travail, on puisse
poser la question du mouvement, en tout cas de l'idée du mouvement, à un réalisateur. Et monsieur et madame Martin nous ont tout de suite parlé du travail d'Erwan Le Gall. Moi j'ai du coup découvert son travail, notamment par le premier film que j'ai pu voir, c'était le Poème de la mer. Et on voulait vraiment qu'à un moment, avec les critiques et les personnes qui vont créer autour de Starevich, on puisse avoir le point de vue d'un auteur sur y a-t-il une influence Starevich dans son travail, comment aujourd'hui lui vit avec ce travail de Starevich dans ses propres créations. Erwan arrive de Rennes, il est également enseignant et on va donc vous proposer une intervention de sa part qui va commencer maintenant avec, il va vous expliquer comment ça va se passer. On est très content de le recevoir et qu'il ait accepté de pouvoir faire ce travail parce que voilà, dans ce travail qui se déclenche autour de Starevich ici, c'est le premier réalisateur qui va pouvoir travailler ce prisme-là, comment un réalisateur voit et est influencé par Starevich. À 18h, et après je vous laisse avec Erwan Le Gall, à 18h vous aurez la projection donc, des fables de Starevich et on a la chance d'avoir Jacques Cambra dans la salle qui a composé les musiques originales des cours, des fables de Starevich. Il accepte de dire un petit mot tout à l'heure au début de séance et du coup on va pouvoir commencer le travail avec Jacques Cambra qui, vous pouvez le voir, les choses s'installent, ira jusqu'à demain au moment de son intervention à 19h, demain vendredi. L'intervention d'Erwan va passer en direct sur la radio qui se trouve dans le hall. Donc s'il y a des questions, vous faites passer, ou des interventions, vous faites passer le micro. En tout cas, Erwan, merci énormément d'être là. Et la salle et le micro sont là. Je remercie d'abord Béatrice d'avoir pensé à moi pour étudier un petit peu le travail de Starevich qui est vraiment bien, plus l'animation depuis que le cinéma existe. Et je remercie la Cinémathèque de Bourgogne de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Alors je divisais si vous regardez le travail de Starevich en 3 parties. Des fois aussi j'ai pris la traduction de Moustique et le lion, le petit truc le cousin de 400 ans avant Jésus-Christ, ça paraît incroyable, mais c'est moins 400 ans avant Jésus-Christ. Fontaine, c'est mieux plus tard, 17e. Donc ici, Ésope, lui, il construit l'histoire par la prose. Ésope, il est direct. C'est lui qui a le génie d'inventer justement des histoires qui parlent aux hommes en parlant d'animaux. La Fontaine va reprendre ce système-là en instruisant les hommes en leur parlant des animaux, pour avoir juste le décalage qu'il faut. Ce 5e programme du programme Starevich, donc des dialogues Starevich, donc vous avez eu la première intervention d'un des invités donc, qui était Erwan Le Gall. Vous pourrez retrouver son intervention dans les enregistrements de la radio qui se déroule depuis ce matin dans le hall de l'Eldorado. Cette radio, elle est montée par des collègues associatifs qui se trouvent à Sens et dont la radio s'appelle Radio Stoliac. Et ils font passer toute la journée les invités en entretien et également ils participent à la diffusion d'archives qui sont déposées à la Cinémathèque de Bourgogne sur la question du cinéma d'animation, de la création et de la pensée critique qu'on peut développer autour de tout ça. Une des spécificité de ce dialogue, c'est qu'on a souhaité également entamer le dialogue, donc bien évidemment avec monsieur et madame Martin qui sont les dépositaires et les ayants droit de l'œuvre de Starevich, donc qui permettent aujourd'hui que les films soient là, mais également des gens qui ont travaillé avec monsieur et madame Martin et qui créent autour de l'œuvre de Starevich. Et on a l'immense honneur que M. Jacques Cambra, qui est un compositeur, qui est un monsieur qui travaille dans énormément d'immenses
endroits d'institutions, que ce soit la Cinémathèque française, la Villa Médicis, le musée d'Orsay, le festival d'Arras, ce genre d'endroits, et je vous invite vraiment à aller voir son site pour voir un peu l'étendue des travaux de M. Cambrin. Et M. Cambrin, Jacques Cambrin, interviendra demain à 19h pour un programme que vous verrez, on va même en parler un peu dès ce soir. Et là, la spécificité, c'est que ce que vous allez voir, donc les fables de Starevitch, il est l'auteur de la musique. Il est à la base de la création originale donc de ces musiques-là. Donc Madame Martin et Jacques Cambrin souhaiteraient dire un mot pour parler de ce travail-là. Je vous invite vraiment demain à 19h à venir voir. Vous allez voir que les choses commencent à être installées pour ce qu'on espère être un grand moment musical, puisque ce dialogue, on le veut aussi sur cet aspect. Dernier mot, ce soir, ensuite à 20h, nous aurons l'arrivée d'Hervé, qui est le rédacteur en chef adjoint du réseau littéraire, également auteur du livre chez Capricci sur Pixar, qui a beaucoup travaillé aussi à publier sur des monographies d'auteurs. Et Hervé, l'année dernière, avait commencé à travailler sur les journées d'études qui s'étaient déroulées à Fontenay-sous-Bois, sur la deuxième journée, juste après Boucher, et Starevitch lui avait compris qu'il avait accepté de venir pour cette deuxième invitation. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous laisse pour la présentation avec Madame Martin et M. Jacques Cambrin. Voilà, merci à vous d'être là. Donc là, nous allons attaquer les cas de Starevitch d'après La Fontaine. Il s'agit de 5 ouvrages qui ont été réalisés par Elsa Starevitch en France. Ce matin, vous avez vu ce qu'elle a fourni de 1900 qui s'est réalisé en Russie. Film perdu, il avait beaucoup de peine à l'avoir perdu, et donc il a refait d'une autre façon de verrer en 1927. Les fables sont de 1921 à 1932. Ça, c'est une première chose. On associe le noir et blanc et la couleur. Les couleurs sont des virages de 32, des virages des années 20. Et les deux fables noir et blanc sont le lion et le moucheron, le lion devenu vieux, eux, qui sont en noir et blanc. Ce matin, vous avez vu, Erwan nous a fait cette magique présentation et décryptage du travail autour de la première fable, le lion et le moucheron. Elles étaient deux, l'autre s'appelle Le lion devenu vieux. Et nous avons opté, puisque ces deux fables-là étaient sonores, de les faire encadrer les trois fables muettes qui étaient des années 20. Il s'agit de Le rat des villes et le rat des champs, 1926, Les grenouilles qui demandent un roi, 1921, et La cigale et la fourmi, 1927. Et avec ces 5 films-là, on a appelé le programme Les fables de Starevitch d'après La Fontaine. Parce que je vous rappelle qu'un court-métrage, c'est quelque chose qui est très difficilement diffusable. Si on fait un programme avec une thématique, c'est tout à fait accepté par le public. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire pour les fables, c'est que les trois fables du milieu étant muettes, elles avaient une bande, elles étaient plein cadre. Il a fallu que nous refotographions ces fables pour ajouter, sans perdre du cadre, une bande-son sur le côté. Alors cette bande-son, c'est pas du son n'importe comment. On a demandé à Jacques, qui est un musicien extraordinaire, que nous avions entendu illustrer maints films muets, maints grands auteurs, maints grands artistes. Et à chaque fois, on était séduits. Donc, François m'en a demandé à Jacques s'il voulait avoir la gentillesse de se lancer dans ça. Il n'avait jamais fait ça. Donc, on a tout découvert tous ensemble. Monsieur Jacques? Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, mais simplement quelques mots par rapport à ce projet assez extraordinaire que vous m'avez permis de vivre. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal à se dire, voilà, il y a deux films sonores. Il faut encadrer ces films sonores avec, on va essayer d'encadrer ces deux films sonores avec 3 films muets. Qu'est-ce qu'il faut faire comme musique? Alors, ça, c'est les questions classiques qui vont se poser. Quand on accompagne les films muets, qu'est-ce qu'il faut faire comme musique? Est-ce qu'il faut faire de la musique de 1920, de 1925, de la musique de 2015, de la musique de 1792? Enfin, bon, tout ça, on n'a pas de réponse, évidemment. On ne peut pas dialoguer avec les réalisateurs, ça, c'est quelque chose qui est impossible. Et alors, ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est classique. Comment on fait pour doser le degré d'anachronisme? Sachant que c'est exactement le même problème qui se présente avec, j'en parlais tout à l'heure, à la web radio. C'est la même chose qui se présente avec le problème de si vous jouez si
vous interprétez une partition de Mozart, par exemple, vous avez deux solutions. Soit vous dites non, moi je n'interprète que sur des instruments d'époque, ou alors vous dites non, mais de toute manière, maintenant on a des pianos modernes, Mozart ne connaissait pas ce piano-là, mais le piano moderne est en capacité de retranscrire en quelque sorte, il s'agit d'une transcription de l'œuvre qu'on va être amené à jouer. Donc ça, si vous voulez, c'est un questionnement. On a quand même quelques pistes de réflexion si on revient un petit peu à l'arrière et puis qu'on essaye de voir ce qui se passait à la place, à cette époque. En fait, ce qui se passait, c'est que souvent, à partir des années 1896, on va dire, il y avait de la musique sur les films. Et c'était de la musique qui était la plupart du temps dissociée du film, en quelque sorte. Dans la mesure où, évidemment, le cinéma sonore n'a vraiment bien fonctionné, parce qu'il y a eu plein d'essais avant, mais il n'a vraiment bien fonctionné qu'à partir de 1927 aux États-Unis, enfin 27-28, à partir des années 30 dans d'autres pays, et il a continué beaucoup plus longtemps, jusque dans les années 34-35 au Japon, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu cette. On est légitime à faire ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on se dit, ah non, s'il manque quelque chose, on va rajouter un élément pour que le public actuel puisse le connaître. Donc, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité à faire ça. La deuxième chose, c'est que on est très libre, finalement, d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue de composition, mais je ne parle pas de composition musicale, mais plutôt de composition, comment on pourrait parler de composition par rapport à un bouquet de fleurs, vous voyez, de composer des éléments qui vont accompagner le film. Et ça, pour une raison simple, puisque, encore une fois, historiquement, si on revient un petit peu en arrière, si on prend un film, par exemple, de 1914-1915, là, je suis encore dans le général, mais je vais essayer de ne pas parler plus longtemps que le programme pour arriver au projet synthétique. En fait, si on regarde un petit peu ce qui se passait à l'époque, les films voyageaient à travers les continents. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Il y a des réalisateurs qui ont un succès universel, mondial, à partir de ces années-là. Et donc, comme la musique était dissociée, les musiciens ne faisaient pas le voyage avec les copies. Donc ça veut dire que, par exemple, on peut dire un film de n'importe quel réalisateur qui a eu un grand succès, qui était produit aux États-Unis, n'a pas pu être accompagné de la même manière en Europe, parce que tout simplement, en Europe, on ne faisait pas la même musique. Le jazz, toutes ces choses-là, enfin, c'est pas. Il y avait encore du ragtime, des choses comme ça, mais on ne connaissait pas ça en France, par exemple, ou à Paris, on connaissait le musette, qui était un peu le blues parisien, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, le film, mettons Chaplin, qui est sorti aux États-Unis, a été accompagné d'une certaine manière aux États-Unis et d'une manière radicalement différente en France, d'un point de vue stylistique. Donc, ça, c'est le deuxième point. On peut se permettre de se réapproprier cette manière qui est avant tout au service du public et donc au service du réalisateur. Donc ça, c'est le deuxième point. En plus, il s'est posé ce questionnement de film sonore de 1932 et c'était assez passionnant. On a beaucoup réfléchi, je me rappelle avec Nicolas, ingénieur du son, on s'est dit, mais comment on fait pour en même temps ne pas faire un son entre guillemets ancien, parce que c'est pas l'objectif, mais en même temps pour ne pas faire une cassure trop nette entre les deux films qui encadraient le programme, donc de 32, je crois, c'est ça, avec un son de 1932, et nous pour essayer d'un point de vue technique simplement, vous voyez, d'un point de vue formel, je dirais, sans même parler de composition, on pourra en parler après si vous voulez. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas un électrochoc au moment du passage. Et donc on a réfléchi à quelque chose de très élaboré, c'est qu'en fait, en 1932 c'était du mono, c'est-à-dire le son il sortait d'un endroit. Et puis maintenant, vous voyez, on a du 5.1, ça veut dire que vous avez 3 sources, vous avez, dans un cinéma, il y a 5 points de sortie. Donc ce qu'on a fait, on a fait une espèce de crescendo décrescendo. On a commencé mono, le mixage. Donc moi j'ai écrit de la musique mono. Au milieu j'ai fait, si vous êtes attentif, je vous donne 2-3 petites clés autour de la flûte qu'il faut bien écouter, qui normalement va traverser la salle, si ça fonctionne, comme on l'a voulu, mais ça marche normalement. C'est-à-dire qu'on a commencé en 1932, on est arrivé, c'était 2011 je crois, 2011, je veux dire 2015, ça n'existait pas encore, et on est redescendu, si vous voulez, d'un point de vue déjà technique, mixage,
Alors je ne parle pas du grain du son, de la qualité du son, je parle simplement de la sensation sonore. Donc ça c'était vraiment passionnant. Et puis après, pour vous donner juste quelques petites pistes, parce que je ne veux pas être trop long, tu me dis si tu as d'autres. Pour vous donner quelques petites pistes, il y avait donc 3 films. Dans ces cas-là, il faut essayer de voir un petit peu ce que je vous disais. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce métier, que ce soit de la musique enregistrée ou de la musique en direct, musique enregistrée comme cet après-midi ou musique en direct comme demain, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste musicien pour essayer de se mettre au service exactement comme si vous jouez, comme je le disais tout à l'heure, une sonate de Mozart. Et il y a quelque chose, donc ça c'est au niveau de la réflexion, et puis il y a aussi ça qui est cette réflexion en fait qui est court-circuitée, ballottée, enrichie, remuée par le choc du film en fait. Et vous allez voir que pour se voir ou revoir, les fans de Starevich, franchement on n'est pas pareil avant et après, il y a vraiment quelque chose d'absolument génial dans ce travail-là, parce qu'on a l'impression que, comme Aesop, comme La Fontaine, comme Phèdre, comme Krylov, enfin, c'est pas tant l'œuvre qui va compter que le petit morceau d'éternité qu'il a réussi à capter pour nous le livrer, que ce soit La Fontaine, que ce soit Starevich, etc. Vous allez voir, on connaît à peu près tous les fans de La Fontaine, et vous allez voir en même temps c'est exactement ça, et en même temps c'est un petit peu autre chose. Et pourtant, le fait de connaître les 2 versions en fait, permet d'aller peut-être plus loin que ce petit fragment d'éternité que ces magnifiques artistes, que ce soit d'un point de vue littéraire ou cinématographique, ont révélé pour nous. Donc, il y a, vous voyez, cette réflexion, on fait comment, on réfléchit à la forme, et puis aussi on réfléchit pas, et puis on se met au piano, on se met à écrire. Donc, dans le point de vue formel, en fait, ce qui va se passer, donc vous avez les deux extrêmes qui sont des compositions d'orchestre, et vous avez au milieu donc les 3 films qui vont être respectivement un film complètement écrit, c'est-à-dire écrit note à note avec une partition, etc. Un film, je dirais, semi-improvisé, ça je vous déconseille de t'enlever, c'est très très compliqué parce que vous savez que l'improvisation